Personne à Las Vegas n'a jamais traité Moe Greene de cette façon. Fredo, tu es mon grand frère et je t'aime beaucoup. Mais ne prends jamais parti contre la famille avec qui que ce soit, tu entends? Jamais. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui direction Disney+ avec du Predator. Et oui, c'est vraiment étrange, hein. Moi, ça m'a toujours fait un petit peu bizarre maintenant de me dire que désormais, quand tu veux du Predator ou du Alien, faut lorgner du côté du monde merveilleux de Mickey, hein. Bref, puisqu'est sorti Killer of Killers, donc film d'animation anthologique, j'ai mis des guillemets, hein, sur l'univers de Predator, et donc en 3 histoires, donc une à l'époque des Vikings, une à l'époque du Japon féodal et une à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, c'est vrai que ce projet, ça a un petit peu prêté à confusion parce que c'est un petit peu sorti de nulle part, avec notamment une bande-annonce, voilà, il n'y avait pas si longtemps, même si bon, il y avait quelques signaux indicateurs de son existence potentielle. C'est-à-dire que, bon, faut savoir que Dan Trachtenberg, donc le réalisateur de Prey, qui était sorti en 2022 sur Disney+, voilà, il avait exprimé son envie, si le film venait à cartonner et qu'en retour Disney validait, ce qui a été le cas, de développer l'univers de Predator au-delà. Et alors, ce qui est véritablement amusant, c'est de se dire que, courant 2023, il y a eu beaucoup de com sur les réseaux sociaux, et notamment sur Reddit, de gens qui ont évoqué que, alors par exemple, ce serait génial d'avoir carrément une anthologie qui transposerait les rencontres entre l'homme et le Yoja, à travers donc plusieurs cultures du monde, mais aussi plusieurs époques. Exactement comme l'avait déjà initié justement Prey avec les Amérindiens. Et donc rapidement, le souhait exprimé à travers ça sur les réseaux sociaux, en fait, est devenu viral et ça s'est transformé en rumeur quand la production d'un nouveau film a été lancée. Donc rumeur d'un film qui aurait lieu donc dans la période 39-45 avec le titre notamment de No Man's Land. Et alors bon, je sais pas vous, mais des fois, entre le hasard et la coïncidence, bon, il y a vraiment qu'un pas à franchir. Sachant que c'était pas le projet initial de Dan Trachtenberg, hein. Et non, puisque son projet initial, c'est Badlands. Donc tu te demandes si il a pas quand même piqué l'idée aux réseaux sociaux pour en faire un projet parallèle à son futur Predator Badlands, qui sort en novembre. Et il y aurait rien d'étonnant à cela, dans le sens où, bon, quand tu vois, ne serait-ce que par exemple pour le Spider-Man No Way Home, au départ, le scénario, il était foireux. Bon, après aussi, mais c'est à travers les réseaux sociaux, et notamment X et Reddit, que l'idée de glisser donc toutes les dernières itérations cinées de Spider-Man et de leurs méchants respectifs dans un seul et même film a vu le jour. Donc oui, une idée plutôt intéressante de transposer le Predator dans plusieurs époques et puis plusieurs cultures, dont, voilà, comme par hasard, une évocation à la Seconde Guerre mondiale, et quand derrière tu accouches finalement d'un film animé qui parle exactement de ça, ouais, pas folle la guêpe. Surtout qu'en plus, le projet a été vraiment tenu au secret en parallèle de Badlands. Donc bon, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait quand même de quoi s'interroger quant à l'idée de faire de l'animé avec Predator. Je veux dire, bon, ok, faut savoir retirer ses œillères. Maintenant, tu as des animés qui sont bien plus violents que des films live, certes. Mais Predator en animé, quand même, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on en espérait. Donc qu'est-ce qui a motivé à ça, justement? Est-ce que c'est le fait que le projet aurait été trop coûteux pour le transposer en live, ou que en fait les délais étaient trop justes? Oui, parce que jusque-là, bon, on savait pas, mais on était en droit de se demander si, justement, le fait de le sortir avant Badlands avait aussi peut-être un intérêt bien précis. Mais oui, on peut se dire que bon, univers de Vikings, Seconde Guerre mondiale, Japon féodal, ouais, ça aurait peut-être coûté quand même très cher, hein, en images réelles, voilà, entre les décors, les costumes et puis les effets numériques. Mais l'idée d'user d'animation pour transposer une vision d'un des monstres les plus iconiques du cinéma, même si hélas, ça fait un moment qu'il a été entaché par de précédentes itérations, ce fameux monstre, est-ce que c'est pas un risque quand même d'en réduire davantage la portée?
Bref, et donc, qu'est-ce qu'il en est de ce film animé Killer of Killers? Eh bien, on va dire que ça se regarde, hein, mais qu'il y a à boire et à manger. Hein. Enfin, j'entends par là plein de qualités, mais aussi des défauts, mais qui te sautent à la tronche à la vitesse d'un facehugger. Et surtout, pour moi ça a été flagrant, ça me conforte véritablement davantage dans l'idée que là, Dan Trachtenberg, entre le trailer de Predator Badlands et ce film animé, est vraiment en train de faire basculer la franchise pour se détacher totalement du public de départ de Predator. Donc voilà, j'entends par là les fans des premiers films. Afin peut-être de la réorienter vraiment cette franchise vers l'univers que, alors moi j'appelle l'univers petit écolier, donc vous savez, ce n'est que pour les enfants, hein. Donc un public plus jeune et qui saura accepter vraiment les nouveaux codes, parce que pas forcément biberonné au mythe du monstre autour des films des années 80. Parce que même pour, par exemple, bon, s'il y a des fans des comics, justement, Alien et Predator, dites-le moi dans les commentaires si véritablement vous retrouvez cette aura. Moi j'en ai survolé vite fait, hein, 2-3 comics, mais j'ai pas le sentiment de retrouver ce que j'ai vu à travers ce Killer of Killers. On en reprend quand même 2-3 petites choses, certes, mais la tonalité d'ensemble, j'ai pas l'impression qu'elle soit concordante, quoi. Donc les fans de la première heure, je vous préviens à l'avance, avec ce Killer of Killers, vous risquez de faire des bons, vraiment. Mais étonnamment, voilà, du haut de à peine 1h30, le film est quand même assez dense, donc comme quoi on peut faire des choses intéressantes en peu de temps, quoique, mais ça on va y revenir, mais 1h30 pour raconter 3 histoires, effectivement, ça laisse peu de temps pour la pause pipi, quoi. Et alors ce qui est plutôt malin, c'est que en vérité, quand je parlais d'anthologie, en fait, non, ça n'en est pas vraiment une, c'est pour ça que je mettais des guillemets, puisque les 3 histoires se recoupent, et oui, donc non, le film ne perd pas son temps, et alors, bon, pour ceux qui s'inquiétaient du style visuel, parce que c'est aussi ça qui est important, l'animation de ma fenêtre, hein, est particulièrement belle, avec vraiment un style peint à la main qui est en ce moment un petit peu ce qu'on retrouve partout, hein, depuis les Mitchells contre les machines, voilà, on l'a vu dans les Spider-Man Across the Spider-Verse, le chapeau T2, le robot sauvage, le dernier animé des Tortues Ninja. C'est très 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 tendance ce style graphique, et ici ça match parfaitement et ça permet d'apporter presque un jeu de texture par notamment la brillance qui donne vraiment un peu plus de réalisme que de l'animation 3D standard, quoi. Et notamment pour la partie Seconde Guerre mondiale qui se passe dans les airs. Et la violence graphique, elle en ressort boostée. Mais le problème que ça a, c'est qu'en revanche, l'animation, elle est extrêmement saccadée. Alors bon, ça peut le faire pour par exemple du Spider-Man Across the Spider-Verse, parce que ça entre justement dans une cohérence d'ensemble de vouloir se rapprocher du côté image figée des comics. Mais là, c'est vraiment la fluidité qui en prend un très très gros coup dans la tronche. Pour dire, il y a même une scène à la fin, avec notamment 2 prédateurs qui marchent avec un sarcophage. J'avais limite l'impression de voir du 2 images secondes, quoi. Un peu comme quand on fait, vous savez, des vidéos Lego pour leur donner vie, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est beau, voilà. Il y a un vrai soin apporté aux détails, au décor, il y a une tonalité colorimétrique pour concorder à l'atmosphère de chaque histoire, donc mention spéciale d'ailleurs pour la partie au Japon féodal qui est juste magnifique, voilà, qui a presque un côté vidéoludique qui me rappelait à l'époque quand je jouais à Tenchu, et pourtant malgré tout très poétique. En revanche, oui, le choix de l'animé, au vu de ce que ça montre, comme je le soupçonnais, se justifie par rapport à ce que ça propose. Et encore une fois, surtout au vu de la séquence Seconde Guerre mondiale, voilà, si vous avez vu le trailer, voilà, c'est une bataille aérienne. Et je vous parle pas de la dernière partie du film qui, là, aurait coûté mais carrément une blinde. Et puis l'animé, c'est souvent la parade parfaite pour permettre à des héros de faire des choses qui ne seraient pas tangibles humainement parlant, comme se battre dans l'eau glacée pendant 3 minutes, sauter de toit en toit espacé de 5 mètres, ou encore réparer son propre avion en plein vol directement sur l'aile. Oui, ça, y a que Tom Cruise qui peut le faire, mais bon, comme on le sait, il n'est pas humain, lui. Mais oui, effectivement, opter pour l'animation, ça permet d'outrepasser le besoin de suspension d'incrédulité pour avaler la pilule plus facilement.
Le problème, c'est que cette même suspension d'incrédulité va également être mise à mal autrement dans ce film, avec des trucs bien moins faciles à digérer, même pour de l'animé, parce que ça touche directement le fond, quoi. Mais on va en parler juste après. Après, j'ai quand même été déçu d'un petit truc, c'est que le film, par exemple, il démarre chez les Vikings et commence par des paroles exprimées en scandinave. Mais sauf que ça dure 20 secondes et après, c'est parti en français, ou en anglais, si vous regardez en VO. Mais moi, j'aurais tellement préféré qu'il fasse tout en scandinave, quoi. D'autant que après, on passe au Japon et c'est en japonais. Alors je sais, c'est du chipotage, mais pareil que pour Prey, qui aurait dû être joué en amérindien. Voilà, ils auraient dû vraiment jouer le truc à fond. Bon, après, voilà, c'est pas bien méchant. Autre chose, mais que j'ai trouvé quand même plutôt intéressante, c'est la manière de renouveler l'univers des Predators par de la nouveauté. Voilà, nouveau genre de Predators, nouvelles armes, une approche de la chasse qui s'étend à d'autres domaines, comme le combat aérien, un peu de bestiaire. Pareil, on creuse un peu les rides des Yoja, donc un peu de nouveauté plutôt que de repomper encore et toujours la même formule en saupoudrant le sachet de fanservice juste au-dessus, comme l'avaient fait certains films. Tout ce qu'on espérait voir un jour des Predators, en fin de compte, est là. Et ça, c'est plutôt cool. Et dans ce sens, je pense que, et notamment au vu du dernier acte, que ce film avait effectivement fort probablement besoin de sortir avant Badlands pour apporter peut-être un peu de ces éléments sur l'univers des Predators. Le problème que j'ai avec ça, cependant, parce qu'en fait, chaque qualité amène également ses propres défauts, c'est que, voilà, on a 3 histoires, comme je le disais, et que ces histoires s'ancrent dans une partie de chasse bien spécifique, au demeurant super intéressante. Donc l'une en mode brut de décoffrage qui reflète parfaitement justement l'esprit du décorum viking qui est proposé. T'en as une qui est plus en mode discret, qui colle vraiment au délire ninja. Donc jusque là tout va bien. Et l'autre avec donc l'esprit stratégique des combats aériens pour la séquence Seconde Guerre mondiale. Mais sauf que en fait tout ça ce sont des histoires qui durent en moyenne 20 minutes chacune, où seulement la moitié de ce temps est consacré à l'affrontement entre les Predators et alors attention, spoiler, même si vous vous en doutiez, les héros gagnent tous à la fin. Donc en gros, on t'envoie l'élite des Predators, mais en 10 minutes, ils se font fumer malgré la technologie dont ils disposent et leur force naturelle. C'est complètement sous-estimer l'aura du Predator originel, selon moi. Exactement, tout comme le fait que ceux-ci se révèlent bien trop vite, là où normalement le Predator a toujours aimé prendre son temps, jouer avec ça ou ses proies. Là, c'est un peu en mode je toque à la porte, coucou, c'est moi, quoi. Mais effectivement, pour ceux qui avaient pesté par rapport à Prey sur l'idée qu'une jeune amérindienne de 45 kilos fout une trempe à un Predator, vous n'êtes pas prêts ici, très clairement. Ah bah c'est un festival, notamment sur l'intrigue du Viking, mais tu te facepalmes des fois si t'es au détail près. Je parle en termes de crédibilité, bien sûr. Bon, et alors à la fin, enfin voilà, le dernier acte, c'est autant jouissif que n'importe quoi. Et là, je vais devoir spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez garder la surprise, fuyez, pauvre fou, comme disait Gandalf, et revenez plus tard. Pour les autres qui ont déjà vu le film ou alors qui s'en foutent, écoutez, on est parti. Donc oui, ce que je veux dire autour de ce dernier acte, c'est que donc tu découvres que les 3 héros survivants, des fameuses 3 histoires, se retrouvent tous en même temps dans le même environnement. Et là, tu te regardes et tu te dis, attends, ne serait-ce que entre l'héroïne viking et le héros de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de 1000 ans qui les séparent. Donc comment c'est possible qu'ils se retrouvent ici au même moment? Alors ok, on a effectivement rapidement la petite idée que ceux-ci ont été cryogénisés, certes, mais tu vas pas me faire croire que les Predators, ils ont attendu 1000 ans sans avoir personne d'autre sous le coude pour revenir à cet événement où donc la Viking va se retrouver avec le jeune portoricain de la Seconde Guerre mondiale et qu'ils avaient effectivement pas d'autres prétendants que notamment un jeune pilote. Surtout pour ce qu'on leur demande de faire derrière. Oui, mais sauf que d'avoir un jeune pilote, ça arrangeait bien le scénario pour la suite. Dans le genre facilité scénaristique,
ça se pose là. Hein. Et pire, t'en as pas un seul qui parle la même langue, puisque bon, je le rappelle, on a une viking, un japonais et un portoricain. Donc au début, bah oui, en termes de communication, ça pose problème, tout ça, ça se comprend pas. Et puis d'un seul coup, c'est bon. La viking, elle parle japonais, et tout le monde se comprend. Mais what the fuck? Donc oui, la fin, elle est très cool, parce qu'elle ouvre un champ des possibles sur les us et coutumes des prédateurs. Mais c'est un festival de conneries qui te conforte que là, effectivement, on s'adresse plus du tout aux mêmes personnes avec ce que tente de proposer Trachtenberg. Et que bah là, on table effectivement dans un public qui sera pas trop regardant sur les problèmes d'invraisemblance, qui sont légion, quoi. Et autant, si Prey essayait de conserver vraiment les codes de la franchise et le côté viscéral de base, là, ça semble plus du tout être l'objectif, quoi. Et je pense que le côté animé y contribue fortement. Et ce, même si, bon, c'est bourrin et bien sanguinolent. Parce que de toute façon, faut pas se voiler la face, c'est pas la violence qui rend le truc adulte. Je tiens quand même à rappeler que nous, à l'époque, on a été biberonnés à grands coups de Dragon Ball Z ou Ken le Survivant, et j'en passe. C'est aussi une manière d'effacer un petit peu le côté horrifique de base du Predator. Je rappelle qu'on parle quand même d'un monstre qui a été classé R-rated. Et là, on le rend plus facilement accessible à un plus jeune public, voilà, potentiellement ado. Et un traitement qui, à mon sens, contribue à la préparation et à l'acceptation chez ce public du prochain film avec ce Yucha juvénile, hein, alors certes particulièrement foireux. Donc c'est presque dommage parce que Killer of Killers, donc entre ses qualités indéniables et ses défauts évidents, propose, voilà, enfin, ce qu'on espérait tous de cet univers, mais en ne s'adressant plus vraiment à nous, les fans d'antan. Mais comme le moment, voilà, n'a pas été non plus très désagréable, et qu'aujourd'hui je suis d'humeur généreuse, je vais me permettre d'attribuer à ce Killer of Killers la note de 3 sur 5. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la réaction au trailer de Dracula de Luc Besson. Il fallait trouver la chèvre, réalisée par Francis Weber et sortie en 1981. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo pour justement alimenter l'algorithme YouTube et puis me dire ce que vous en pensez par rapport à cette nouvelle approche qui a l'air de se profiler autour de la franchise Predator. Est-ce que pour vous c'est un bon signe, sachant qu'en plus dans pas longtemps, pour rester un petit peu dans ce cadre-là, on va avoir aussi la série live Alien Earth qui va sortir très bientôt, je crois que c'est au mois de juillet si je ne m'abuse. Enfin, en tout cas, c'est cet été. Donc, voilà, par rapport à tout cet ensemble, toute cette nouvelle proposition qui est faite autour de Predator et de Alien, plutôt que de proposer peut-être quelque chose de tout nouveau, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça ? Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!